Prête pour l'impact, c'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans l'économie française. Je reçois aujourd'hui Mercedes Serra. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir ici. Vous êtes la cofondatrice, la présidente de l'agence BETC qui fête ses 30 ans. Depuis quand les questions de RSE, on va évidemment beaucoup parler de ça ici, l'émission s'appelle Smart Impact. Depuis quand c'est stratégique ? Je crois que c'était stratégique avant qu'on parle de RSE. Ouais, sans utiliser ces mots-là. Oui, bien sûr, parce que BETC, en fait, on est né, on était dans les équipes de Havas, et on est sorti pour aller rejoindre le 10e, pour habiter Passage du Désir, qui est quand même un nom assez génial pour une agence, mais dans le 10e, il n'y avait personne. Ouais. Je me souviens, tout le monde nous disait « Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ?» Et là, c'est très, on va dire, c'est devenu très mode, mais ça n'était pas du tout à l'époque. Donc c'était déjà une démarche Oui, notre RSE, obsession, c'était d'abord de créer un lieu, de créer un lieu quelque part où ça pouvait être utile, de créer un lieu intéressant pour nos équipes. On était très sensibles à leur donner du beau, à rénover. On parlait de rénovation à l'époque, tout le monde parlait tours, création de lieux et tout. Nous, on a rénové dans le 10e un lieu qui était le premier grand magasin parisien. Quand on a gratté les murs, il y avait marqué « aux classes laborieuses ». On s'est dit, c'est vraiment pour nous. Et donc, on est arrivé dans ce 10e. Les voisins nous ont mis « merci BETC » parce qu'il n'y avait personne qui s'installait là. Et d'ailleurs, les grands magasins, c'est devenu un lieu culturel, de coopération, de collaboration. Ici, il passe plein d'événements. Non, alors, dans le 10e, on a déjà créé ce qu'on appelait le Passage du Désir, qui était un lieu de culture ouvert à tous. L'idée, c'était d'investir dedans et pas de faire de l'argent. D'accord. Et nos démarches pro bono, nos démarches d'engagement, elles ont commencé à ce moment-là. D'accord. Mais ça, c'est d'un point de vue extérieur. Notre vision de la com, c'était déjà une vision très RSE. Nous, on pensait que la com, c'était là pour faire bouger les entreprises. Souvent, les entrepreneurs, les patrons nous disaient « mais on n'est pas prêt à parler, etc. » Et on a toujours expliqué que le langage, il était fondamental. Il fallait d'abord dire où on allait. Et même si on n'était pas prêt, ça donnait un chemin. Donc, on a toujours dit de nos communications, que ce soit sur Air France, sur Danone, où moi, j'ai recommandé la santé, bien avant que ce soit à la mode, qu'on était concerné par le fond des entreprises. Mais je crois qu'on a la publicité pour Air France, qui est une des plus belles que j'ai vues depuis que je suis en âge de comprendre ce qu'est une publicité. On va en voir les images de cette pub pour Air France. Elle est sublime et en même temps, elle ne répond pas à la question qui est, mais c'était sans doute pas ce que vous avez demandé, mais qu'est-ce qu'on fait de l'aviation ? Est-ce qu'on continue de prendre l'avion ? Est-ce que l'aviation pollue trop la planète, etc. Est-ce que cette pub-là, aujourd'hui, vous la feriez de la même façon ? Oui. Oui, parce qu'il y a deux choses dans l'entreprise. Et d'ailleurs, les consommateurs, le public, moi j'ai beaucoup de respect pour le public parce que beaucoup plus brillant que nous tous. D'ailleurs, lui, ce qu'il pense dans les entreprises, c'est que la première chose, c'est de bien faire son métier. Et il n'a pas aimé les entreprises qui ont inventé une RSE avant même de mettre la RSE dans leur propre métier. Je vous donne un exemple. Moi, je fais de la publicité. La première chose que je dois faire, c'est vous expliquer pourquoi la publicité, c'est formidable. Si je pense que la publicité, c'est pas bien, il ne faut pas que je fasse ça. Donc, l'aviation, d'abord, ça a un rôle. Et il y avait un enjeu très, très important. Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on pourrait, si on était toujours l'agence d'Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre en donnant des éléments de RSE, d'environnement, etc. Mais là, l'enjeu, c'était de positionner Air France et de faire que tout le public d'Air France, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans Air France, soient fiers de travailler dans Air France. Et ça, c'est aussi de la RSE. Créer de la fierté française. Et au jour d'aujourd'hui, c'est encore plus important que jamais. Je dirais créer de la fierté européenne face à ce qui arrive dans le monde, c'est quand même une chose importante. Oui, évidemment. BETC qui est devenue l'an dernier l'agence la plus créative au monde. C'était une première pour une agence française ? C'est extrêmement dur, vous imaginez. Vous savez comment ça se passe ? En fait, c'est tous les prix du monde, tous ceux qu'on a reçus, qui sont cumulés. La vérité, c'est que la France, c'est petit.
et que les Américains, c'est gros. Oui. Donc, en général, ils se donnent des prix à eux-mêmes parce qu'ils aiment bien. Donc, pour qu'une agence française franchise ce nationalisme qui existe et devienne et cumule les prix au point d'être nommée la meilleure agence créative du monde, oui, on est fiers. Ouais. On est fiers et c'est important que la France et l'Europe réagissent en se disant qu'on est formidable en Europe. On arrête de dire des choses négatives sur la France et l'Europe. On construit de la force. Il n'y a que ça qui va nous défendre dans nos démocraties. L'importance de l'imaginaire. On va y consacrer de longues minutes dans cette interview. Ça me semble essentiel par rapport à ces enjeux de transformation environnementale et sociétale dont on parle. Et alors, c'est justement le sens de la question de celui qui était à votre place la semaine dernière, Cyril Pouet, le DG de SPI Facilities. On écoute tout de suite Cyril Pouet. Mercedes. Dans mon métier, le RSE est présent partout. Les clients nous attendent sur des engagements RSE et si jamais ce n'est pas le cas, on fait des propositions de manière instinctive sur ces données-là. Dans votre monde de la publicité, je suis intéressé de savoir si c'est quelque chose qui est systématiquement en demande de vos clients ou si même vous, systématiquement, vous en faites un sujet pour eux, pour les alerter sur ces sujets-là. Et je pense que dans le monde de la publicité, ça peut effectivement avoir changé les choses. Voilà, merci. C'est une grande question, parce qu'en fait, il y a beaucoup de niveaux dans cette question. Il y a le niveau de... nous, on est souvent montré du doigt, comme si on était responsable de tout. C'est facile de nous montrer du doigt, parce qu'en gros, il n'y a personne qui vient nous défendre. Quand vous embêtez des journalistes, on peut avoir une bonne réaction. Embêter des publicitaires, c'est pas un problème. Pas de publicité, merci, dit mon associé avec son livre. Donc, c'est facile. La vérité, c'est que, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, il y a plusieurs niveaux à la RSE. Il y a le niveau qui est, est-ce que BETC est RSE ? BETC, c'est pire que la RSE, c'est une ONG. C'est-à-dire, je rentre dans de temps en temps, je leur dis, mais calmez-vous, quoi. Il va falloir qu'on fasse aussi notre métier. Après, il y a la filière de la communication. Elle est très engagée au niveau de la RSE. Donc, globalement, on est très engagé. On a pris des engagements. On surveille la logique de qu'est-ce qu'on peut faire en impact climat. Ça veut dire qu'on tourne un peu moins de publicité à l'autre bout de la Terre quand on peut les tourner près de chez nous ? Ça veut dire qu'on évalue. On évalue une campagne, non seulement la production, mais les médias, parce que les médias, c'est beaucoup plus lourd que la production. Donc, on évalue l'impact des campagnes. On essaye on a mis au point des calculateurs, des choses très précises pour rendre compte de ça. Franchement, on est peanuts dans l'histoire de l'environnement, mais ce peanuts nous intéresse. Il n'empêche que vous faites... Ça nous intéresse. Vous agissez. Bon. Et après, il y a une problématique qui est hyper simple. Quand on fait de la production, si c'est plus cher de produire en France, c'est rarement une solution qu'adorent nos clients. Donc, il faut être raisonnable, il faut dire la vérité. On a toujours des propositions RSE, elles ne sont pas toujours acceptées. Et moi, je pense qu'il faut réfléchir autrement la communication. La vraie réflexion sur la communication, et qui m'importe, c'est de dire, ça suffit d'agresser des gens avec des pubs imbéciles qui sont trop présentes, trop nombreuses. Ça ne sert à rien. Il faut leur parler correctement à des moments clés. Donc moi, je crois à une communication qui serait moins fatigante, à une communication moins présente, mais plus qualitative. Et ça ne va pas exactement dans le sens du monde aujourd'hui. Mais je crois que, par exemple, des campagnes peuvent durer très longtemps. Donc la question de la production, produisons très bien. Mais moi, je pourrais sortir des campagnes Air France, des vieilles, maintenant. J'ai déjà sorti des vieilles campagnes Evian qui avaient 8 ans d'âge. Et vous croyez qu'elles n'ont pas fait vendre ? Elles ont fait vendre. Tout est obsolescent trop vite. Alors que la tête des gens, ça ne marche pas comme ça, la tête des gens. Les gens, ils aiment les choses pour longtemps. Ils ne se lassent pas. Donc je pense qu'il y a vraiment des enjeux de communication différents à planter pour que la RSE devienne chaque jour plus importante. Pour nous parler, on revoit justement l'une des campagnes Evian c'est celle-là que j'ai remis à l'antenne. Qui est tellement magique, quoi. Ça s'est très bien passé. Parce que vous croyez que ça a changé ? Que le fait
on vieillit pas. Nous, on n'est pas vieux. Mais non. On a juste un bébé dans nous qui dit qu'on n'est pas vieux. Qui demande qu'à sortir. Voilà. Ah ouais, bien sûr, Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte? Donc, c'est des campagnes qui font du bien, que les gens aiment. Vous pouvez les ressortir. Et alors, donc il y a tous ces leviers que vous avez détaillés. Et il y en a un qui est évidemment qui est intégré à tout ça, mais c'est le rôle de la publicité pour rendre la transformation environnementale et sociétale acceptable. Parce que c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? On a vu un certain nombre d'élections, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis ou même en France d'ailleurs, où les candidats ou les candidates qui disent il faut appuyer sur le frein, sur la transformation environnementale, il y en a marre, il y a trop de contraintes, etc., ils remportent des voix. Bon. Est-ce que c'est pas parce que nous, médias, mais peut-être aussi publicitaires ou marques, on n'a pas su donner envie de Mais moi, je pense qu'il n'y a cette pas de problème. transformation? Moi, je pense que si vous écoutez les Français, les consos, ils sont beaucoup plus impliqués qu'on ne dit. Moi, je pense qu'on leur dit trop de choses désagréables, qui ne sont pas bêtes. Eux, ils ont une vision de la consommation très précise. Par exemple, ça les énerve quand vous leur dites « Ah, on consomme trop, etc. » Celui qui va chez Leclerc et qui, le 14 du mois, n'achète plus de viande, plus de légumes, vos histoires de riches, là, ça les énerve. Quand vous faites le pétrole, il y en a marre, etc., les gilets jaunes se disent « Mais de quoi ils nous parlent, ces gens-là ?» Moi, je ne peux pas faire autre chose que prendre ma voiture. Donc, je pense qu'il faut être raisonnable. C'est-à-dire, eux sont beaucoup plus raisonnables. En revanche, quand vous leur dites « Est-ce que vous pensez que les entreprises doivent faire un effort d'un point de vue environnemental ?» Ça leur paraît évident. Doivent le communiquer? Oui. Quand vous leur dites « Est-ce que vous faites des efforts ?» Oui. Quand vous leur demandez en quoi la notion de durabilité, c'est important, le fait de réutiliser des produits, des vieux produits, c'est important. Mais si vous regardez maintenant ce qu'ils font, alors, parfois, c'est un peu contradictoire. Il y a plein de gens qui achètent de la fashion pas cher. Mais il faut toujours, c'est normal. Personne fait tout c'est logique. Mais en revanche, si vous regardez que les Galeries Lafayette, le Printemps, ils ont aujourd'hui des étages consacrés à des produits de seconde main. Quand j'appelle mon grand garçon, qui lui, alors là, me dit « Mais pourquoi tu grognes ? Moi, j'ai jamais acheté un vêtement neuf à ma fille. » C'est moi qui achète les vêtements neufs. Lui, il l'habille de vêtements vieux. Oui. Eh bien, ça ne le gêne pas du tout. Il adore sa fille. Donc, je pense qu'il faudrait être plus respectueux sur ce que font les gens, parce qu'ils font déjà beaucoup, et après prendre les grandes décisions comportementales de façon lourde au niveau politique. Ouais. Est-ce que quand vous discutez évidemment avec des très grandes marques, mais est-ce que cette question-là, la question de comment on parle de ce qu'on fait bien, c'est vous qui le mettez sur la table des discussions? Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises venir ici et nous dire « on n'ose pas trop communiquer sur ce qu'on fait bien parce qu'on va venir nous chercher sur ce qu'on fait moins bien ». Je passe du temps à ça. Je passe du temps à expliquer que les gens demandent des comptes. Donc, ils sont clairs. Ils demandent d'abord des comptes sur le métier, mais ensuite, ça les intéresse. Qu'est-ce qui les intéresse? De comprendre comment une entreprise fait des efforts pour aller sur des problèmes environnementaux importants. Ils ne lui demandent pas de tout régler. Et aussi des efforts d'un point de vue sociétal. Parce que si vous gagnez beaucoup d'argent, peut-être que vous devez rendre un peu à la société. C'est ce que nous, on fait chez BETC, c'est ce qu'ils doivent tous faire. Et dans ce cas-là, ils leur demandent de parler, parce que sinon, comment ils le savent? Et le silence n'est pas d'or aujourd'hui. Le silence est soupçonné. Donc, c'est pas du caritatif. Vous poussez à une forme de transparence, sans que ce soit la dictature de la transparence, mais vous poussez à une forme de transparence. Mais je voudrais vous dire une chose sur un client difficile qui est le mien. Enfin, pour qui je travaille un peu, qui est Total. Je ne travaille pas assez, mais qui est... Total, c'est pas sérieux ce qu'on leur dit. C'est pas courageux. Ils font du pétrole. Mais aujourd'hui, c'est la seule entreprise pétrolière qui investit lourdement sur le soleil, sur l'électricité, mais lourdement. Et on dit non, mais plus de pétrole. Oui, ça représente encore 95 ou 96% du chiffre d'affaires de Total, le fossile. Non, l'investissement, il est à 50%. Ah oui, je parle du chiffre d'affaires, moi, pas voilà, et moi, je vous parle de l'investissement. Et je vous parle du fait que je pense que Pouyanné ne va pas craquer. Sous le diktat. BP a craqué, a dit c'est fini.
c'est fini, on va faire que du pétrole, vous inquiétez pas, etc. C'est pas du tout le cas. Mais si vous l'écoutez aussi, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui ? C'est-à-dire, on arrête un Total sur le pétrole en France et on va racheter le pétrole ailleurs. Il faut être un peu intelligent. C'est quoi la transition ? C'est quoi la réflexion autour de la transition ? Après, je voudrais parler de la France, de nos dictates. Et il faut quand même qu'on fasse attention. C'est pas nous, là, qui détériorons tous la planète. La France, c'est pas mal. D'un point de vue écologique, la France, c'est pas mal. Oui, on voit d'ailleurs, si on regarde les baisses d'émissions de gaz à effet de serre depuis quelques années, il faut qu'on ait un équilibre qui nous permette d'avoir une économie solide. Là, c'est moins bien. La France, c'est moins bien sur l'économie solide. Et pourquoi l'économie solide, elle est importante ? Parce que pour les gens, le chômage, c'est important. Pour les gens, ce qu'ils gagnent, c'est important. Et pour le monde... Dans l'écologie, moi j'aime beaucoup l'écologie, mais la défense de la démocratie, j'adore ça. Donc là, il nous faut aussi être solide en France, être solide en Europe pour défendre notre démocratie. Sur la défense de la démocratie, l'une des publicités pro bono dont on peut parler, alors pro bono ça veut dire évidemment que vous n'êtes pas payé pour les faire, c'est pour Reporters sans frontières, on va la voir, je ne sais pas de quand elle date cette campagne, puisque c'est un Vladimir Poutine très jeune, il n'a pas encore été botoxé, sans liberté de l'information, pas de contre-pouvoir, et on voit un Poutine qui nous fait un très joli droit d'honneur. Pourquoi Bon, vous nous avez proposé un certain nombre de pubs pro bono comme celle-là. Voilà, il y a eu le discours on enregistre cette émission quelques heures après le discours de Donald Trump devant le Congrès, où il part en guerre contre le wokisme, ce qu'il a fait penser. Enfin bon, c'est un combat pour des valeurs qu'on est en train de mener, là ? Mais bien sûr. C'est pour le droit, un truc incroyable. Déjà le droit, oui. Il n'y a plus d'état de droit bientôt. On a l'Inde, les grands pays, la Chine, l'Inde, la Russie et maintenant les États-Unis qui font comme si le droit n'existait pas. Ça ne nous intéresse pas. Donc c'est ce combat-là. Et ce combat-là, nous, il y a longtemps qu'on le mène. Dans les pro bono qu'on mène, on choisit nos combats. Les femmes, vous le savez, on va en parler. Un combat important, mais les droits humains, un combat essentiel, qui d'ailleurs rejoint le droit des femmes. Bien sûr. Et dans le droit des humains, pour nous, le combat pour la liberté des journalistes, pour le droit à une parole de vérité, elle est importante, d'où Reporters sans frontières. Oui. Sur les droits des femmes, tiens, on a déjà reçu plusieurs fois Sista ici, donc on va vraiment voir cette pub que vous faites pour Sista. Pour lever des fonds, faut-il devenir un homme ? Et on voit une jeune femme qui s'appelle Tatiana Jama, qui est entrepreneur, que vous avez transformée en garçon. Ça marche, vous voyez, quand c'est un garçon. Ouais, et quand c'est un garçon, elle va lever plus facilement des fonds. Pas plus facilement, 95%. Voilà. C'est hallucinant. Alors, ça a un petit peu changé, mais... Non, ça a presque pas changé. Un tout petit peu, mais bon... Ouais, mais... Elle est à quoi, 80... Voilà, oui, ça c'est sûr qu'on n'est pas à 50, ça on est bien d'accord. Il y a quand même eu un certain nombre de... Donc ça sert la campagne. Oui, bien sûr, et il y a eu un certain nombre de leviers réglementaires qui ont été activés, notamment sur la place des femmes dirigeantes, et on voit que la France est plutôt bien placée, là aussi, vous disiez, il faut qu'on arrête de battre sa coulpe en permanence. Donc la loi, l'aiguillon réglementaire, il peut faire bouger les lignes. Évidemment, ouais. il faut... En fait, on n'a pas l'égalité parce qu'on ne la veut pas. Si on la voulait, on peut faire beaucoup de choses. Donc il faut des quotas. Donc nous, c'est pas la France n'a pas imposé des quotas. Nous avons tout fait pour qu'il y ait des quotas et il y a des quotas. Ouais. Les quotas du conseil d'administration, avant ces quotas, il n'y avait pas de femmes quasiment au conseil d'administration. C'est pas admissible. Donc, et cette histoire de l'égalité femmes-hommes, c'est pas un petit sujet. C'est pas un petit ministère qui change trop souvent de femmes. C'est un grand sujet, parce que je pense que le jour où on arrivera à égalité, on sera beaucoup mieux sur la logique des droits humains. Et je pense que l'équilibre femmes-hommes, les hommes vont changer, les femmes vont changer pour un monde meilleur. Je pense que c'est fondamental. Tiens, une citation extrait d'une interview que vous aviez donnée au mois de novembre dernier à France Info. Quand vous vendez des yaourts, vous n'allez pas faire un discours féministe, vous prenez les femmes telles qu'elles sont aujourd'hui. En revanche, on peut utiliser la pub pour changer le monde. Ça rejoint tout ce qu'on est en train de nous dire. Je pense que l'État doit réfléchir à ça. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous avez été contacté par un ministère, les services de l'Élysée, que sais-je, Matignon, pour une grande campagne sur les droits des femmes? On fait des choses. On fait des choses avec le SIG, on a fait avancer des choses, etc., sur le droit des femmes. Je pense que le sujet il doit être pris très sérieusement.
il doit être pris dans l'école. Vous connaissez le problème des femmes et de la science. Bien sûr. Les gamines, elles n'ont aucun problème structurel. Elles sont meilleures très douées. que les garçons en maths. Les résultats des filles sont meilleurs jusque loin. J'avais rencontré le proviseur de Louis le Grand qui m'avait dit, vous savez, qui est responsable de tout ça? Je lui ai dit, ben non, je ne sais pas. Les parents et les professeurs. C'est-à-dire la vision que les parents... Et ce n'est pas qu'ils n'aiment pas leurs filles, c'est qu'on a des kilos de stéréotypes. Hein, le monde, il vient à peine de changer pour les femmes. Donc, il faut lutter autour de ça, et que si on veut, si l'éducation veut, elle se met dans l'idée qu'elle va arriver à une égalité de la présence des filles et des garçons dans les sciences, qui est fondamentale, parce que la science a besoin des femmes. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de... non, on est plus fort quand les femmes scientifiques sont là. On est plus fort. Et donc cette campagne, elle n'existe pas encore? Elle pourrait exister? Non, on a fait des campagnes dans ce sens. Par exemple, il y a un travail de L'Oréal sur Women in Science qui est très intéressant. C'est pas suffisant. D'abord, il faut avoir une politique à long terme. Vous avez vu le nombre de ministres à l'éducation. À long terme, ça n'existe pas de changer sans arrêt d'actes, de points. Si les entreprises faisaient ça, elles iraient très mal. Donc, c'est des plans à long terme. Si on veut l'égalité, il faut le prévoir et voir. Et comment est-ce qu'on enlève aussi les stéréotypes, le manque de confiance des filles? Rendez compte qu'à l'agence, pourtant, c'est moi la patronne avec Rémi, donc on fait ce qu'on veut. Donc, on est arrivé à, en tout cas, établir une égalité. Mais quand je regarde l'état des jeunes femmes, au même moment que l'état des jeunes hommes, il y a 10% de plus de stress pour les femmes. Et quand vous les analysez, c'est très simple, elles font tout. Quand vous tenez la maison quasiment seule, que les garçons... vous êtes... Ça ne change pas quand même, à avec peine. la génération des 20, 35. Prenez des chiffres. Mais voyons dans les statistiques. C'est une catastrophe. C'est-à-dire, non. C'est-à-dire, on va se féliciter. Oui, ça a changé. Avant, ils avaient honte de pousser un landau. Non, alors maintenant, ils sont fiers. Donc, nous avons évolué. Ils accompagnent parfois les enfants à l'école. Ils vont faire des courses avec des listes des mamans. Mais qui s'occupe des enfants malades? Mais qui s'occupe de la réalité? Comment on change ça? Parce que, comme vous dites, c'est ancré dans dans le cortex profond depuis des générations. On prend des mesures égalitaires. C'est quoi une mesure égalitaire? Le congé paternité, c'est une mesure égalitaire. Il faut que les papas qui sont merveilleux vont s'habituer à l'enfant. Et vous allez voir, ça va très bien se passer. Ils ne vont pas tout d'un coup ne pas y arriver. Ils vont y arriver. Et là, il y a des règles. Si vous les mettez en même temps que les femmes, c'est les femmes qui font tout. Mais si vous les mettez successivement, le monde bouge. Il va bouger. Les garçons, ils ne sont pas non plus responsables de ce qui arrive complètement. Le monde va bouger. Il nous reste 3 minutes, c'est passé beaucoup trop vite, mais je voudrais qu'on les consacre à un autre thème. Vous êtes présidente du Musée national de l'histoire de l'immigration. Pourquoi Alors, je ne suis plus présidente. Oui. Alors, pardon. Parce que j'ai atteint ma limite d'âge. Allons bon, ouais. Ça se voit pas. Mais bon, je continue à faire toute la communication et tout, parce que les titres ne sont pas la chose la plus importante de ma vie. Oui, et oui, effectivement, on est bien d'accord. La question que je me posais, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les élections. Pourquoi la voix de celles et ceux qui disent que l'immigration c'est une chance pour la France, parce qu'on a dit n'importe quoi. Elle pèse de moins en moins dans... on a dit n'importe quoi depuis 10 ans en français. On a joué le jeu du Front National. Je suis désolée, moi je pense qu'il vaut mieux dire la vérité. Moi ça fait 14 ans que je travaille pour ce musée, pour une seule raison, c'est Jacques Toubon qui m'a appelé, qui a été un défenseur des droits incroyable, et qui m'a appelé, et on a pu raconter un peu de l'histoire de la vérité, quoi, de ce qui a fait la France. La France, c'est un des grands pays de l'immigration. Dès le XVIIIe siècle, on a eu besoin des autres. Et c'est un pays intéressant parce que ça a créé un vivre ensemble. Ce vivre ensemble, il est un peu cassé. C'est ça qu'il faut se poser en question. Après, il ne faut pas raconter qu'ils envahissent la France. Il n'y a plus personne qui a envahi la France. Donc, il n'y a pas... On a menti sur les chiffres, sur les données, on n'a pas mis en perspective... Donc ça finit par créer, c'est tellement facile d'inventer qu'il y a quelqu'un qui est responsable et que ça va tout changer. Oui. Je vous promets que ça changera pas grand-chose. C'est une vieille technique politique d'inventer un bouc émissaire, ça c'est sûr. En tout cas, c'est pas ça qui va changer grand-chose. L'industrie, ça va changer quelque chose. Changer l'école, parce que l'école aujourd'hui, elle n'est pas bonne pour les immigrés, mais elle n'est pas bonne pour les Français non plus. On a des problèmes sur l'éducation, on a des problèmes sur l'intégration.
Et il faut être honnête, on a aussi des problèmes qui sont liés à l'islam et à cette culture qui ne veut pas non plus inventer un vivre ensemble. Mais avant, c'était les catholiques qui avaient fait ça. Donc on doit pouvoir y arriver, on doit pouvoir expliquer qu'on peut penser une religion, mais considérer qu'au centre de la France, il y a une laïcité qui est possible. Ouais. Et le rôle de la publicité là-dedans, on va terminer là-dessus, sur l'image, la diversité qu'on expose, il y a eu des progrès quand même. Ça, il y a eu énormément de progrès. Il y a un retour en arrière là, parce qu'aux États-Unis, ça hurle tout d'un coup à l'envers. Je pense qu'il faut être calme. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'était presque excessif. C'est un peu ça qu'on a appelé wokisme. C'est-à-dire, non, à chaque fois, moi je pense qu'on ne peut pas résumer les gens par des noirs, des jaunes, des blancs. Et donc à chaque fois que vous faites une pub, un noir, un jaune, un blanc, un truc, c'est un systématisme. Quand on est arrivé à dire qu'on ne pouvait pas traduire quand on était un blanc, un livre fait par un noir, non mais attendez, c'est pas possible. Mais la diversité, c'est une immense richesse. Donc comment est-ce qu'on lui donne son vrai rôle d'immense richesse et qu'on continue, malgré tout ce qu'on entend, et ce retour tout d'un coup sur... Et beaucoup d'entreprises ont été courageuses, elles ont dit qu'elles ne retourneraient pas en arrière, que la diversité était intéressante. Vive l'Europe. Merci beaucoup, Mercedes Herra. C'est une belle dernière phrase. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.